Les autres ont ri et se sont moqués de lui quand il a acheté et emménagé dans un wagon de train rouillé. Mais tout a changé quand les autres personnes ont regardé à l'intérieur du wagon. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La lumière du matin se glissait à contre-cœur à travers les stores fissurés de l'appartement, illuminant la peinture écaillée des murs et le plafond affaissé, taché par le temps et les fuites. Jeremiah Brox était assis au bord de son lit usé, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur une tasse de café ébréchée à moitié remplie d'un breuvage instantané tiède. Derrière lui, le radiateur cliquetait doucement, crachant de la chaleur dans un bégaiement irrégulier, seul son brisant le silence qui pesait sur l'appartement depuis ce qui semblait être des années. À 52 ans, Jeremiah avait appris à vivre avec le silence. Il lui collait à la peau, un poids omniprésent qui s'était installé sur ses épaules après que le monde qu'il connaissait se soit effondré morceau par morceau. L'appartement était à peine meublé. Un cadre de lit en métal rouillé, une petite table ronde dans un coin, 2 chaises dépareillées et une étagère désormais vide, à l'exception d'un cadre photo fissuré. À l'intérieur, une version plus jeune de lui-même se tenait à côté d'une femme aux yeux chaleureux et au sourire radieux. Linda, sa femme, son monde. Elle était partie depuis 3 ans maintenant. Cancer des ovaires. Le diagnostic était arrivé trop tard, l'assurance trop faible, le système trop froid. Jeremiah avait fait tout ce qu'il pouvait, vendu la voiture, vidé les économies, supplié pour des prolongations au travail. Il lui avait tenu la main dans les derniers jours, lui chuchotant des histoires de leur jeunesse à l'oreille, comme si les mots pouvaient inverser le temps. Elle est décédée aux premières heures d'un mercredi matin, ses doigts enroulés autour des siens. Après cela, le monde est devenu plus silencieux, plus dur. Il prit une lente gorgée de son café et grimaça au goût amer. Il fut un temps où il se réveillait avec des toasts frais, l'odeur des œufs qui grésillaient, Linda fredonnant doucement dans la cuisine. Maintenant, ses matins étaient incolores, répétitifs, mécaniques. Déplier la même couverture, se traîner jusqu'au même évier, éviter le même miroir. Il ne regardait plus son reflet. Il savait déjà ce qu'il y verrait. Une barbe grise envahissait son menton, des yeux lourds d'insomnie. La courbe du chagrin gravée en permanence sur son front. Les factures s'empilaient sur la table, non ouvertes. Il savait ce qu'elles disaient. Il n'avait pas besoin de les lire. Les charges étaient en retard, et le loyer était à peine payé par les allocations d'invalidité et les quelques petits boulots qu'il pouvait encore trouver. Ils avaient fermé la chaîne de montage où il travaillait. Une autre victime du long et lent effondrement de Détroit. Ses genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient, et son dos portait plus que sa juste part d'années et de dur labeur. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où un soleil d'hiver terne luttait contre le givre. Un autre jour gris, un autre jour vide. Ses yeux tombèrent sur la petite boîte à côté de la table. À l'intérieur se trouvaient ses lettres, quelques fleurs séchées qu'elle avait autrefois pressées dans les pages d'un vieux cantique et un acte de propriété plié, qu'il n'avait pas regardé depuis plus de 20 ans. C'était pour une parcelle de terre en Caroline du Nord, près de l'endroit où vivait autrefois son grand-père. Une crête boisée avec une clôture rouillée et un portail qui grinçait. Rien de valeur dessus, sauf des arbres et des souvenirs. Jeremiah attrapa son téléphone par habitude, ouvrit un navigateur sans réfléchir. L'écran s'anima. Il parcourut des annonces, regardant distraitement de vieux outils, des radios vintage, des vélos d'occasion. Rien n'attira son attention jusqu'à ce qu'il fasse défiler jusqu'à une publication qui semblait déplacée. Une annonce d'un homme de Virginie occidentale. Wagon Pullman vintage des années 1920, patiné, a besoin d'être restauré, $700 ou meilleure offre. Transport à organiser par l'acheteur. En dessous, une photo granuleuse montrait un long wagon de train couvert de rouille, garé sur un tronçon de voie envahi par la végétation. Les fenêtres étaient brisées, la peinture écaillée jusqu'au métal, mais quelque chose à ce sujet l'interpella. Il le fixa pendant plusieurs minutes, plus longtemps que quoi que ce soit n'avait retenu son attention depuis des mois. Pullman. Son grand-père en parlait. La Cadillac des trains, avait-il dit. Jeremiah se souvint d'avoir voyagé avec lui une fois, alors qu'il n'avait pas plus de 10 ans. L'odeur du vieux cuir, le grincement des planchers en bois, la façon dont la campagne défilait comme des tableaux en mouvement. Il avait dormi sur l'une de ces couchettes,
serré contre la poitrine de son grand-père, se sentant à la fois en sécurité et aventureux. Il cliqua sur l'annonce. La description était succincte mais claire. Vendu en l'état. Situé à Muntenar. L'acheteur est responsable du déplacement. Idéal pour restauration ou ferraille. Une vente de ferraille, en gros. Une mauvaise blague pour la plupart des gens. Mais pour Jérémia, cela ressemblait à toute autre chose. Cela ressemblait à une porte. Pas une grande porte, ni dorée ni prometteuse, mais une porte néanmoins. Il se pencha en arrière et expira lentement, le poids dans sa poitrine se déplaçant de manière presque imperceptible. À la tombée de la nuit, il arpentait la pièce, se chuchotant des arguments à lui-même. « Tu es trop vieux pour ça. Tu n'as nulle part où le mettre. Mais à quoi diable penses-tu » La voix la plus forte, celle qu'il arrêtait habituellement, lui rappelait toutes les façons dont cela pouvait mal tourner. La voix plus faible, celle qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps, demandait simplement « Et si ce n'est pas le cas ?» Jérémia ouvrit à nouveau la boîte en métal. L'acte de propriété, l'ancien terrain. Il n'y avait pas été touché depuis des décennies. Il se souvint d'y avoir été enfant, regardant les écureuils filer entre les arbres, aidant son grand-père à couper du bois. Le souvenir était enfoui sous des années de béton et de suie de la ville. Mais il revivait maintenant comme une fusée éclairante dans l'obscurité. Peut-être que le wagon pourrait aller là-bas. Peut-être qu'il pourrait vivre à l'intérieur. Peut-être qu'il pourrait construire quelque chose, pas seulement pour s'abriter, mais pour lui-même. Le lendemain matin, il passa 3 appels téléphoniques. Le premier fut pour le vendeur. Un homme à la voix fatiguée répondit, surpris que quelqu'un soit intéressé. « Il est à vous si vous pouvez le déplacer, » dit-il. Le deuxième fut pour une entreprise de transport. Le devis fit grimacer Jérémia, mais c'était possible, de justesse. Le troisième fut pour le bureau du greffier du comté en Caroline du Nord, confirmant que le terrain était toujours à son nom. Il passa les 3 jours suivants à vendre tout ce qui lui restait. La télévision, sa montre, même la vieille machine à coudre de Linda. Il garda quelques affaires, quelques vêtements, une lampe de poche, ses lettres. Quand l'argent arriva, il vira le paiement pour le wagon et signa les papiers de livraison. Son cœur battait la chamade dans le faisant, incertain si c'était du courage ou de la folie. Peut-être les deux. Le matin de son départ, il se tint pour la dernière fois dans l'appartement vide. Le radiateur était silencieux maintenant. Les murs répercutaient ses pas. Il ramassa son sac de sport et ouvrit la porte d'entrée. En sortant dans l'air froid du matin, il sentit quelque chose d'inhabituel s'installer dans sa poitrine. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose de plus doux que le chagrin. La plus faible esquisse d'un but. Le wagon attendait, une relique rouillée d'un autre temps, mais lui aussi. Le camion grogna en gravissant la dernière pente de gravier, ses roues crachant des pierres derrière lui alors que la forêt se refermait de part et d'autre. Jérémia était assis, raide, sur le siège passager, les jointures blanches agrippant la sangle de son sac. Il n'avait presque pas parlé depuis 1 heure, les yeux fixés devant lui, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et d'anticipation. Derrière eux, arrimé à une remorque à plateau attelée au camion, le wagon Pullman se dressait comme un fantôme hors du temps, long, rouillé, usé par les intempéries, une relique traînée dans le présent. Le chauffeur, un jeune homme avec des lunettes de soleil miroir et une habitude de mâcher, se pencha par la fenêtre et cracha avant de grogner, « On est presque arrivé. Vous avez dit que l'entrée est après le virage. » Jérémia hocha la tête, la gorge sèche. Juste là-haut. Cherchez le portail rouillé. Ils prirent le virage, et il était là, à peine visible sous les lianes rampantes et l'herbe haute jusqu'à la taille. Un portail en grillage tordu s'affaissait sur ses gonds, un côté à moitié avalé par la terre, l'autre battant paresseusement dans la brise. Derrière lui, un étroit chemin de terre se frayait un passage à travers les arbres, menant plus profondément dans la propriété boisée que son grand-père avait autrefois chérie. Le chauffeur ralentit, plissant les yeux. « Vous êtes sûr que c'est ici ?» Jérémia esquissa un mince sourire. « Aussi sûr que je le serai jamais. » Le camion avança en cahotant, écrasant du gravier oublié et des branches tombées. Les arbres formaient une voûte au-dessus, filtrant le soleil de l'après-midi en taches de lumière dorée.
Des oiseaux s'envolèrent au bruit du moteur, et quelque part au loin, de l'eau ruisselait faiblement, peut-être le ruisseau dont il se souvenait de son enfance. Ils arrivèrent dans une petite clairière au cœur du terrain. L'endroit où se trouvait autrefois la vieille cabane n'était plus qu'une parcelle de terre plate parsemée de pierres et de mousse sauvage. Quelques planches déformées restaient près de la base d'une cheminée effondrée, les derniers vestiges de ce qui avait été. Jérémia descendit de la cabine, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol mou alors qu'il examinait l'endroit. C'était plus petit qu'il ne s'en souvenait. Ou peut-être était-il simplement plus grand maintenant, plus lourd avec le temps et l'usure, mais c'était toujours là, toujours à lui. Le chauffeur coupa le moteur et descendit. « Vous le voulez décharger ici ?» Jérémia regarda lentement autour de lui, puis pointa du doigt le bord de la clairière, où les arbres laissaient place à une bande de voies ferrées à moitié enfouies, vestige de l'embranchement qui reliait autrefois la terre à une ville lointaine. Juste là, dit-il, sur les vieux rails. Le processus ne fut pas élégant. La remorque eut du mal à s'aligner sur la voie inégale, et le treuil gémit de protestation alors que le wagon était traîné en place. La rouille s'écaillait en nuages. L'une des roues arrière se bloqua, et le chauffeur dut ajuster l'angle 2 fois avant que le wagon ne s'installe finalement avec un dernier grincement métallique, niché dans la forêt comme s'il y avait toujours appartenu. Jérémia se tenait seul alors que le camion disparaissait sur la route, le bruit du moteur s'estompant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le vent et le chant des oiseaux. Il se tourna pour faire face au wagon Pullman. C'était pire que sur les photos. L'extérieur était un patchwork de rouille et de peinture délavée. Des traînées de brun et d'orange striaient de suie. Les fenêtres, ou ce qu'il en restait, étaient des dents de verre déchiquetées encadrées de joints en caoutchouc pourri. La porte pendait légèrement entr'ouverte sur ses gonds. Un coin était plié vers l'intérieur comme si quelque chose l'avait percuté il y a des décennies. Des lianes avaient grimpé le long du dessous, s'agrippant à la base comme des doigts, désespérés de le tirer dans la terre. Il s'approcha lentement, posant une main contre le métal. C'était froid, rugueux, inflexible, mais solide. Sous la décomposition, les os de la structure étaient intacts. Il les sentait comme un mécanicien sent le châssis d'une vieille voiture, n'écoutant pas avec les oreilles, mais avec la mémoire. Il entra. L'air le frappa comme un mur. Vicié, moisi, avec une odeur âcre de moisi et de métal. La poussière tourbillonnait dans la lumière, s'infiltrant par les fenêtres brisées. Le sol gémit sous ses pieds, et quelque chose de petit, une souris, peut-être, fila dans l'ombre. Il pouvait voir des vestiges de l'aménagement d'origine. Des sièges double boulonnés au sol, leurs coussins depuis longtemps déchiquetés par le temps et la vermine. Des porte-bagages en fer s'accrochaient encore au mur au-dessus. Une applique en laiton terni et pendante. Il marcha lentement dans l'allée étroite, ses yeux s'habituant à la pénombre. Il y avait des bouteilles dans les coins, des bouts de tissu, de vieilles canettes de soda, des graffitis griffonnés sur les murs, et du marqueur délavé. Le wagon avait été utilisé par des vagabonds, des adolescents, des intrus, mais abandonné encore et encore. Il portait le poids de ses nuits perdues. À l'arrière, il trouva une armoire éclatée à moitié effondrée, et au-dessus, une petite fenêtre rectangulaire. Il regarda à travers et vit les arbres se balancer doucement au-delà. C'était paisible d'une manière étrange, ce squelette rouillé assis tranquillement sur une parcelle de terre oubliée, attendant. Cette nuit-là, Jérémia déroula son sac de couchage au centre du wagon, près de ce qui avait été autrefois un poêle. Il disposa ses quelques possessions, une lampe de poche, un livre, les lettres de Linda, une tasse en fer blanc. Il alluma une petite lanterne à pile et l'accrocha à l'un des crochets du plafond. Sa faible lueur projetait des ombres vacillantes sur les murs déformés. Il ne dormit pas bien. La nuit était froide, plus froide qu'il ne l'avait prévu, et le vent gémissait à travers les interstices du wagon comme une voix pleurant depuis la forêt. Chaque son le surprenait. Le grincement du métal, le gémissement du vieux bois, le froufrou de pattes invisibles dans l'obscurité. Il serra sa veste plus fort, se recroquevilla sur le côté et chuchota le nom de Linda dans le silence creux. Quand il s'endormit, ce fut dans des rêves mêlés de souvenirs, son rire dans la cuisine, leur fils courant à travers les arroseurs, le poids lourd de sa main dans la sienne alors que le moniteur devenait plat. Il se réveilla avant l'aube avec des larmes sur les joues, le ciel extérieur s'accrochant encore à ses dernières étoiles.
Son souffle formait de la buée dans l'air. Il s'assit, les os endoloris, les articulations raides. La lanterne s'était éteinte dans la nuit. Son corps semblait plus vieux qu'il ne l'avait jamais été, usé, vidé. Mais quelque chose de plus profond s'agitait sous la fatigue, la forme d'une résolution. Il se leva et regarda à nouveau le wagon. Il était cassé, sale, oublié. Mais lui aussi, et pourtant, ils étaient là, ensemble. Il se dirigea vers la porte et sortit, l'air matinal vif dans ses poumons. La brume flottait bas sur le sol de la forêt, et la rosée scintillait sur chaque feuille. Il fit le tour de la clairière, ramassant des pierres, mesurant avec ses pas, planifiant. Il fit une liste dans sa tête. Nettoyer l'intérieur, dégager les fenêtres, réparer le toit, sceller le sol. Une tâche à la fois, un jour à la fois. À midi, il avait fait un petit feu près des rails et fait bouillir de l'eau pour le thé dans une tasse en fer blanc noirci. Il se lava le visage à l'eau froide du ruisseau et commença à balayer le wagon avec un balai de récupération qu'il avait apporté de Détroit. La poussière s'élevait en nuages, lui recouvrant la gorge et les yeux, mais il ne s'arrêta pas. Il travailla jusqu'à ce que ses bras le brûlent et que sa chemise colle à sa peau. Quand il fit une pause, la sueur coulait sur ses tempes, mais le sol sous ses pieds était visible, solide, réel. Il mangea des haricots en conserve et du pain. Il but de l'eau du ruisseau purifiée avec des pastilles d'iode. Il commença à empiler les débris jetés près du bord de la clairière. Du métal cassé, du bois éclaté, des bouteilles. Il tria les pièces utilisables, de vieux boulons, des charnières, des morceaux de panneaux. Il commença une pile intitulée « Possible ». Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous les arbres et peignait le wagon de teintes orange et or, Jérémia s'assit sur les marches du pullman et regarda le terrain. C'était à nouveau calme, mais le silence ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Il ne savait pas ce qu'il adviendrait de cet endroit. Il ne savait pas s'il tiendrait l'hiver ou s'il durerait plus d'un mois seul dans les bois. Mais pour la première fois depuis des années, il avait un plan, une direction, une chose à construire, aussi petite soit-elle, et c'était suffisant. Le matin arriva avec une brume basse qui s'accrochait aux arbres comme de vieux souvenirs. Jérémia se tenait à l'extérieur du wagon pullman, son souffle formant de la buée dans l'air frais alors qu'il examinait la clairière autour de lui. L'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide était lourde, l'ancrant dans le présent. Le feu qu'il avait entretenu toute la nuit s'était réduit à des charbons gris, et il utilisa un bâton pour le remuer doucement, ravivant une dernière lueur des cendres. Il avait survécu à une autre nuit. Ce n'était pas grand-chose. Pas d'isolation, pas d'eau courante, pas d'électricité. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jérémia ressentit quelque chose proche de la fierté. Pas pour ce que le wagon était actuellement, mais pour ce qu'il pourrait être. Il le voyait non pas avec des yeux fatigués, mais avec imagination, comme un sculpteur voit une statue dans la pierre. Les mêmes murs de métal qui emprisonnaient autrefois le froid et l'obscurité pourraient un jour contenir de la chaleur, de la lumière, même la paix. Il y croyait, il le devait. Après le petit déjeuner craquelin, pêche en conserve était tiède, il commença à démonter le tas de meubles pourris et de ferrailles qu'il avait empilés à l'arrière du wagon. Certains débris étaient irrécupérables. Des coussins déchirés imbibés de moisissures, des panneaux déformés au-delà de toute réparation, et des barres de métal tordues à des angles impossibles. Mais il y avait des pièces qu'il pouvait utiliser. Il les tria en piles ordonnées. Du bois à poncer, du métal à redresser, des tissus qui pourraient être lavés et réutilisés. Il se déplaçait prudemment. Ses articulations n'étaient plus ce qu'elles étaient, et chaque torsion de son dos ou agenouillement au sol était accompagnée d'une douleur sourde et familière. Il n'avait jamais su à quel point il s'était donné pendant ces 30 années sur la chaîne de montage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour soutenir la machine. Pourtant, il se déplaçait avec détermination. Il travailla jusqu'à ce que ses doigts le lancent, jusqu'à ce que la sueur trempe sa chemise, jusqu'à ce que l'air vif du matin se transforme en souffle doré de l'après-midi. Vers midi, en vidant une alcôve de rangement à l'arrière du wagon, Jérémia trouva une plaque de métal lâche contre le mur. En dessous, poussiéreuse et à moitié cachée, se trouvait une caisse en bois, plus lourde que prévu. Il la dégagea et la traîna à la lumière. Les charnières grincèrent quand il l'ouvrit, révélant un trésor d'outils à main,
tournevis, marteau, ciseaux, lime. D'abord, il pensa que quelqu'un l'avait caché il y a des années. Mais en essuyant la crasse du couvercle intérieur, il vit les initiales gravées dans le bois, WB. William Brooks, son grand-père. Jérémia s'effondra sur le sol, les doigts tremblants en ramassant un marteau au manche en bois cabossé. Il se souvenait de ça. Il se souvenait de l'avoir tenu avec ses petites mains de garçon, son grand-père guidant sa prise. Il y avait d'autres outils aussi. Des pinces, une scie à main, même un niveau, toujours avec sa bulle d'air parfaitement centrée. Mais ce qui l'arrêta fut le carnet coincé dans le coin de la caisse. Il était épais, les pages jaunies et cornées, reliées en cuir craquelé. Sur le devant, note. Été 1972. Il l'ouvrit, parcourant page après page une écriture cursive soignée. La plupart détaillaient des travaux de réparation, des techniques de réparation de toiture, des stratégies de plantation pour le terrain, comment aligner une clôture, mais entrecoupés se trouvaient des pensées, des réflexions, des leçons, mi-philosophie, mi-mode d'emploi. La forêt survivra toujours à la maison. Construit avec humilité. Si tu répares quelque chose avec soin, il portera ton empreinte plus longtemps que ton nom. Une maison, ce n'est pas 4 murs. C'est l'espace que tu protèges par tes efforts. Jérémia referma doucement le livre, la poitrine serrée. Le poids de l'héritage n'était pas un fardeau. C'était une attache, une corde lancée du passé au présent, le reliant à quelque chose qui n'était pas encore mort. Ce soir-là, il commença à colmater les pires brèches dans les murs du wagon. Il utilisa des panneaux de récupération là où il le pouvait, couvrant les trous qui laissaient le vent de la nuit hurler à travers. Il répara le sol avec des 2x4 récupérés d'un hangar effondré à l'autre bout de la propriété. Il n'avait pas d'outils électriques, seulement une scie à main et de la patience, mais le rythme du travail l'apaisait. Scier, mesurer, clouer, répéter. Scier, mesurer, clouer. À la tombée de la nuit, il avait dégagé assez d'espace pour tendre une ligne de crochet en fil de fer le long d'un mur pour suspendre des outils et des vêtements. Le wagon ressemblait un peu moins à une coquille et un peu plus à un atelier. Il alluma une bougie, réchauffa une conserve de ragoût sur un petit brûleur à propane, et s'assit sur une caisse renversée pour manger. Le silence ne semblait plus aussi vide. Il semblait mérité. Le lendemain, il se rendit en ville. Le magasin le plus proche était à 20 minutes de route sur des chemins sinueux, niché à côté d'une station-service et d'un bureau de poste. Jérémia gara sa berline cabossée, son dernier lien avec la vie citadine, et entra dans la quincaillerie. L'odeur de sueur et de caoutchouc l'accueillit. Les néons bourdonnaient au-dessus. Il se déplaça dans les allées avec une liste claire en tête, clous, papier de verre, colle à bois, gants de travail. Tandis qu'il parcourait les rayons, il prit conscience que des yeux le suivaient. Une femme derrière le comptoir, une employée d'âge moyen dans un gilet rouge, le regardait avec une expression neutre qui cachait la plus légère nuance de suspicion. Un autre client, un homme en tenue de chasse, s'arrêta près de la sortie et toisa Jérémia avant de sortir. Il le sentit comme un frisson dans le dos. La question silencieuse, non prononcée mais forte dans l'air, « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» À la caisse, l'employé ne sourit pas, ne demanda rien sur son projet, ne dit pas « bonne journée ». Elle se contenta de scanner ses articles, de prendre son argent et de lui rendre la monnaie sans le regarder dans les yeux. Jérémia prit son sac et partit sans un mot. De retour dans la voiture, il resta assis un moment, les mains sur le volant, respirant lentement et profondément. Ce n'était pas nouveau. Il avait vécu assez d'années pour connaître la différence entre la curiosité et le jugement. Il ne laissa pas cela prendre racine. Il retourna simplement sur ses terres. La forêt l'accueillant progressivement à nouveau. Ce soir-là, alors qu'il déchargeait ses provisions près des rails, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un mouvement dans les arbres, une lueur de couleur, un léger bruissement. Il leva les yeux et vit un garçon, d'environ 10 ans, debout juste au bord de la clairière, mince, débraillé, portant un sac à dos trop grand pour ses épaules. Il ne bougeait pas, il observait simplement. Jérémia leva une main en un salut discret. Le garçon cligna des yeux, recula d'un pas, puis se retourna et disparut dans les arbres. Le lendemain, le garçon revint.
Il ne parla pas au début, se contentant de se tenir près du même endroit, regardant Jérémia raboter une vieille planche de bois. Au bout d'un moment, il s'approcha. Jérémia ne le pressa pas. Il travailla calmement, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le garçon, mais ne disant rien. Finalement, le garçon s'approcha du bord du pullman. « Vous vivez là ?» demanda-t-il. Jérémia le regarda, posant son outil. « J'essaie. » Le garçon hocha lentement la tête. « On dirait un train. » C'en était un, il y a longtemps. Il y eut une pause. « Je m'appelle Trevor. » Jérémia. Une autre pause. « Ma mère a dit que quelqu'un avait emménagé. Elle pensait que c'était un fou. » Jérémia sourit légèrement. Peut-être qu'elle n'a pas tort. Trevor sourit en retour. À partir de ce jour, Trevor devint une présence régulière. Il apparaissait en fin d'après-midi, parfois avec une collation dans son sac, une barre de céréales, une brique de jus, et regardait Jérémia travailler. Finalement, il commença à poser des questions. Pouvait-il tenir le marteau? Pouvait-il aider à mesurer? Pouvait-il apprendre à scier droit? Jérémia lui apprit, patient et ferme, corrigeant sa prise, lui montrant comment respecter l'outil. Trevor absorbait tout comme la lumière du soleil. C'était un enfant calme, mais intelligent, et sa fascination pour le wagon grandissait chaque jour. Quand Trevor ne se montra pas un après-midi, Jérémia ressentit un étrange vide. Mais le lendemain, le garçon revint avec quelque chose enveloppé dans du papier d'aluminium. « Ma mère a fait du pain de maïs sucré, » dit-il. « Elle a dit de vous remercier de m'occuper. » Jérémia le prit avec un hochement de tête. « Dites-lui qu'elle est la bienvenue à tout moment. » Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne, mais ce week-end-là, une grande femme en sweatshirt bleu et en jean entra dans la clairière, les bras croisés, les yeux méfiants. Trevor marchait à ses côtés, rebondissant légèrement d'excitation. « Mademoiselle Ellie, » dit-elle, la mère de Trevor. Jérémia se leva de la marche qu'il construisait. « Jérémia Brox, enchanté. » Elle balaya du regard la clairière, le pullman, les piles de bois bien rangées, l'organisation soignée des outils. Son regard s'adoucit légèrement. « Il parle de cet endroit tout le temps, » dit-elle. « Je devais le voir par moi-même. »« Vous êtes toujours la bienvenue, » répondit Jérémia. Elle sourit, à peine, et se tourna vers son fils. « N'oublie pas tes devoirs. » Trevor leva les yeux au ciel. Alors qu'il repartait vers la route, Jérémia sentit quelque chose changer dans l'air, une fissure dans la coquille qui s'était formée autour de cet endroit, une connexion. Cette nuit-là, il s'assit près du feu avec le journal de son grand-père sur les genoux, le marteau de Trevor à côté de lui, et le ventre plein de pain de maïs et de haricots. Le wagon ne semblait plus être un fardeau. Il devenait tout autre chose. L'automne arriva dans la forêt par touches lentes et délibérées. L'air devint vif et la lumière se mua en une douceur dorée qui filtrait à travers les arbres clairsemés comme la lueur d'un vieux souvenir. Jérémia se levait chaque matin avant le soleil, étirant ses muscles raides et roulant ses épaules alors que le premier frisson passait sous son col. La fumée s'enroulait du tuyau de poêle au sommet du wagon Pullman, un fin ruban gris qui marquait la vie là où il n'y avait eu autrefois que rouille et pourriture. À l'intérieur, la transformation était constante, pas miraculeuse, pas soudaine, mais réelle. Les sols avaient été nettoyés et réparés, avec des sections recouvertes de planches chaudes et poncées. Une extrémité du wagon servait maintenant de chambre à coucher, une couchette avec une épaisse couverture de laine, des étagères au-dessus contenant une lanterne en fer blanc, une pile de livres et une photo de Linda souriant à une table de pique-nique au début des années 80. L'autre extrémité avait été transformée en un coin salon et un espace de travail où une table en bois faite à la main reposait contre le mur sous la plus grande fenêtre, maintenant équipée de vitres récupérées qui laissaient entrer la lumière comme un liquide. Des rideaux cousus par Mademoiselle Ellie à partir de vieux bouts de tissu encadraient la vue. Sur le mur à côté de la porte, Jérémia avait monté les outils de son grand-père avec soin, comme si chacun était un héritage dans un musée. À l'extérieur, il avait dégagé un chemin de la voie ferrée à la route de terre, posant des pierres plates et bordant les bords avec des galets de rivière ramassés dans le ruisseau voisin. Il construisit des marches menant à la porte coulissante du wagon, ajouta une petite plateforme pour s'asseoir au soleil de l'après-midi,
et suspendit un carillon qui chantait doucement avec la brise. Même l'extérieur du Pullman avait changé. La rouille avait été brossée, le métal poncé et apprêté, et couche par couche, Jérémia l'avait peint dans des teintes de vert forêt profond et d'or laiton vieilli. Il brillait maintenant sous les arbres, non pas comme quelque chose de neuf, mais comme quelque chose de respecté, comme une histoire racontée avec soin. C'est par un de ces matins lumineux, avec le chant des oiseaux à proximité et le craquement des feuilles sous les pieds, que Trevor posa sa première vraie question. « Avez-vous déjà voyagé dans l'un de ceux-ci pour de vrai ?» Jérémia leva les yeux de l'endroit où il polissait l'un des crochets de lanterne en laiton, un léger sourire aux lèvres. « Il y a longtemps. Mon grand-père m'a emmené une fois. J'avais à peu près ton âge. » Les yeux de Trevor s'écarquillèrent. C'était comment? Jérémia s'assit sur la caisse en bois à côté de lui, époussetant la sueur de son jean. C'était bruyant. Les rails cliquetaient sous tes pieds. Tout sentait l'huile et le fer. Mais c'était excitant, magique même. À l'époque, prendre le train signifiait que tu allais quelque part. Et tout le monde, blanc, noir, riche, pauvre, partageait ce sentiment de voyage, bien que pas toujours de manière égale. Trevor fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Jérémia fit une pause. Le poids de l'histoire pesait lourdement sur sa poitrine. À l'époque, les gens qui me ressemblaient devaient s'asseoir dans certains wagons. Parfois les pires, chauds, bruyants, inconfortables. C'était comme ça. Même les wagons Pullman construits par des artisans noirs étaient interdits à la plupart des passagers noirs. Nous les construisions, mais nous ne pouvions pas y voyager comme tout le monde. Trevor resta silencieux un moment. Ce n'est pas juste. Non, dit doucement Jérémia. Ça ne l'était pas. Ils restèrent assis là en silence pendant un moment, le vent soufflant doucement autour d'eux comme pour laisser de l'espace à ce qui venait d'être dit. Ce soir-là, Mademoiselle Ellie passa avec un panier de patates douces et de carottes de son jardin. Elle se tenait les bras croisés, regardant Jérémia et Trevor travailler ensemble pour réparer une vitre fissurée. Il a attrapé le virus, dit-elle après un moment. Je ne l'ai pas vu aussi concentré sur quoi que ce soit depuis le décès de son père. Jérémia regarda le garçon qui mesurait une planche de bois avec une concentration intense. C'est un bon gamin. Il l'est. Et je vous remercie d'être là, d'être présent. Il ne savait pas quoi répondre à cela, alors il se contenta de hocher la tête. La nouvelle de la transformation du wagon commença à se répandre dans la petite ville. D'abord, ce furent les amis d'Ellie à l'église. Puis, quelques personnes de la coopérative locale. Un après-midi, un groupe de lycéens vint à vélo pour voir le train dans les bois, et resta bouche bée devant les luminaires en laiton, les banquettes restaurées, les panneaux en fer blanc des années 1930 que Jérémia avait récupérés et raccrochés avec fierté. Il ne les invita pas à entrer au début, incertains de leurs intentions, mais leur respect silencieux l'adoucit. Ils commencèrent à revenir, apportant leur propre touche. L'un peignit un panneau en bois qui disait « Oplin, est 1927 ». Un autre apporta une collection de cartes postales de chemin de fer du grenier de son grand-père. Jérémia les épingla sur un tableau à l'intérieur du wagon, formant une sorte de musée vivant. Un garçon, un grand étudiant dégingandé nommé Lucas, revint avec un cadeau. Une vieille lampe à huile avec une base cassée. « J'ai pensé que vous sauriez quoi en faire, » dit-il. Jérémia la répara en une semaine. Bientôt, les gens commencèrent à s'arrêter, non plus par simple curiosité, mais avec un but. Quelqu'un demanda de l'aide pour réparer une chaise. Une autre, une mère célibataire, avait besoin d'aide pour remplacer une charnière de porte. Un couple de retraités apporta des pêches en conserve et s'assit sur la plateforme pour entendre Jérémia raconter des histoires sur l'histoire des porteurs Pullman et comment ils ont façonné la première classe moyenne noire par la dignité et un travail acharné. Cela se transforma en quelque chose de plus qu'il n'aurait pu imaginer. Pas seulement une maison, pas seulement un projet. C'était en train de devenir un lieu de sens. Pourtant, même en cette saison de croissance tranquille, le passé refusait de rester enterré. Jérémia n'avait pas parlé de son fils depuis des années. Ni à Ellie, ni à Trevor, ni même à lui-même. Mais une nuit, alors qu'il triait une vieille boîte à outils, il trouva une photo coincée dans un coin sous une clé rouillée.
Elle était usée et froissée, mais l'image était claire. Malik, 17 ans, en toge de diplômé, le bras de sa mère autour de ses épaules, Jérémia à côté d'elle, souriant, mais fatigué. Il la fixa longuement. Le garçon sur la photo était devenu un homme quelque part dans le monde. Un homme qui avait autrefois regardé son père avec à la fois amour et fureur. Leur dernière conversation résonnait dans son esprit comme une cassette qu'il ne pourrait jamais effacer. Tu lui as tout donné et tu ne m'as rien laissé. Elle était en train de mourir, mon fils. Et qu'est-ce que je faisais? Je vivais seule dans ma propre maison. Je ne savais pas comment faire les deux. Le silence qui suivit cette dernière dispute s'était étiré sur des années. Il avait pensé à appeler, à écrire, à s'excuser, mais la fierté et la culpabilité formaient un mur trop épais pour être escaladé. Maintenant, en tenant cette photo, il ressentait plus que jamais la douleur de la distance. Le lendemain, alors qu'il martelait un nouveau support près de la porte, une enveloppe jaunie tomba de l'étagère du dessus. Elle avait été glissée dans les pages de la vieille Bible de Linda. À l'intérieur se trouvait une lettre, inachevée, destinée à Malik. Elle n'avait pas de date, seulement quelques lignes de l'écriture délicate de Linda. Si tu lis ceci, alors je suis déjà partie. Mais s'il te plaît, sache que ton père t'aimait plus qu'il ne pouvait le dire. Parfois, l'amour est silencieux, mon fils. Parfois, il ressemble à un sacrifice. Sois doux avec lui si tu le peux. Jérémia resta immobile pendant un long moment, la lettre tremblant dans ses mains. Cette nuit-là, il s'assit à sa petite table, alluma la lanterne et ouvrit une page blanche dans son journal. Il commença à écrire. Pas un chef-d'œuvre, pas une excuse avec tous les mots justes, mais quelque chose d'honnête. Une histoire de là où il était allé, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait construit, non pas avec de l'argent ou du succès, mais avec des morceaux de mémoire, d'entêtement et de besoin. Il ne savait pas si Malik la lirait un jour ou s'en soucierait, mais il était temps de l'écrire quand même. Il plia soigneusement les pages et les glissa dans une enveloppe, griffonnant sur le devant un nom qu'il n'avait pas écrit depuis des années. Puis il la plaça à côté de la lanterne, laissa la bougie se consumer et s'assit tranquillement avec le son de la forêt respirant autour de lui. Dehors, le vent attrapa le carillon, et le wagon Pullman fredonna comme un vieux moteur qui se réchauffe. L'enveloppe resta sur la table pendant 3 jours. Jérémia ne la toucha pas. Il la voyait chaque matin en allumant la lampe, chaque soir en se couchant. Sa présence était comme un invité silencieux dans la pièce, un invité qui ne posait pas de questions, ne faisait aucune demande, mais remplissait l'espace d'attente. Il avait écrit la lettre dans un élan de lucidité, alimenté par l'émotion et le calme de la fin de soirée, mais l'acte de l'envoyer nécessitait tout autre chose. Du courage, peut-être, ou de l'humilité, ou une volonté de rouvrir une blessure qu'il avait passé des années à essayer d'ignorer. Il n'était pas encore sûr d'être prêt, alors il se concentra sur ce qu'il savait faire. Il travaillait du lever au coucher du soleil. Il améliorait les choses, les renforçait, les nettoyait. Il construisit une paire de marches menant à la porte arrière du wagon Pullman avec une rampe solide et un endroit pour s'asseoir. Il frotta la plaque nominative en laiton sur le côté du wagon jusqu'à ce que les lettres brillent à travers la patine, Pullman standard numéro 47. Il disposa les banquettes de train récupérées autour d'une petite table circulaire qu'il avait fabriquée à partir d'une bobine de câble jeté et qu'il avait vernie jusqu'à ce qu'elle brille comme de l'érable. Il accrocha une petite pancarte au-dessus de la fenêtre avant, sculptée à la main dans du cèdre et peinte en lettres audacieuses et régulières, Oplin. Le wagon ne ressemblait plus à une ruine. Il ressemblait à une destination. La nouvelle de l'endroit se propagea davantage. L'amie d'Ellie à l'église, une bibliothécaire à la retraite nommée Madame Henderson, demanda si elle pouvait donner quelques vieux livres. Quand elle arriva avec 3 boîtes pleines de volumes légèrement usés, allant de Mark Twain à Baldwin, Jérémia dégagea immédiatement une étagère et commença à les organiser à la main, les dos vers l'extérieur comme dans une véritable salle de lecture. Une femme du jardin communautaire apporta des herbes fraîches et des pots en argile, qu'il disposa à l'extérieur des marches du wagon. 2 adolescentes livrèrent une courte pointe colorée qu'elles avaient cousue ensemble à l'école, la drapant fièrement sur la couchette à l'intérieur. Les visiteurs devinrent courants. Les gens n'arrivaient plus seulement par curiosité, mais avec un but. Il apportait des cadeaux, restait pour discuter,
et revenaient même parfois avec leur famille. Quelqu'un suggéra que Jérémia organise une soirée de contes. Il ne dit pas oui tout de suite, mais quand un troisième voisin le mentionna dans la même semaine, il finit par accepter. Par une fraîche soirée d'octobre, les bois se remplirent du doux bruit des pas et du murmure des voix. Jérémia avait placé des lanternes à piles le long du chemin, leur lueur jaune et chaude éclairant le sentier de la route au wagon. Des chaises pliantes entouraient la clairière. Un foyer crépitait au centre, sa lueur projetant des ombres dansantes sur les arbres. À l'intérieur du pullman, la table était débarrassée et couverte de cidre chaud, de pain de maïs et des fameux biscuits à la mélasse d'Élie. Jérémia se tenait à l'entrée alors que les gens affluaient. Il saluait chacun d'une poignée de main ou d'un hochement de tête, souriant tranquillement alors que leurs yeux s'écarquillaient devant l'intérieur. Murs lambrissés, lanternes suspendues, rideaux flottant doucement aux fenêtres, étagères de livres, d'outils et d'histoires. Ce n'était pas grandiose, mais c'était profondément personnel, et cela faisait ressentir quelque chose aux gens. Il commença la soirée avec une histoire sur son grand-père, un conte sur la façon dont il avait autrefois construit un canoë avec du bois de récupération et de l'entêtement, et comment il avait failli couler à mi-chemin du lac. La foule rit. Plus tard, Ellie raconta une histoire sur un dîner de Thanksgiving gâché par un opossum malicieux. Un par un, d'autres partagèrent des souvenirs, des blagues et des anecdotes. La lumière du feu baissa et l'air se rafraîchit, mais personne ne partit. Quand les derniers invités se dispersèrent dans la nuit, Jérémia se tenait seul dans la clairière, les mains dans les poches, regardant la fumée s'élever vers les étoiles. Il se sentait plein, non pas de nourriture ou de fierté, mais de présence. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait indéniablement connecté, non seulement à cet endroit, mais aux autres. Ce week-end-là, l'école primaire locale appela. Une des enseignantes avait entendu parler du projet Pullman par les parents d'un élève et voulait savoir si Jérémia serait disposé à accueillir une sortie scolaire. Ils apprennent l'histoire américaine, dit-elle. Les chemins de fer, la reconstruction, le mouvement des droits civiques. Ce serait bien pour eux de voir un morceau de cela de près. Il hésita d'abord. Il ne se considérait pas comme quelqu'un qui faisait la leçon à des enfants, mais Trevor fut prompt à plaider sa cause. « Tu m'enseignes déjà, dit-il. Tu ne parles juste pas comme un professeur. » Et ainsi, un mercredi matin, un bus scolaire jaune cahota sur la route de gravier et s'arrêta au bord de la clairière. 24 enfants en sortirent, leur visage un mélange d'émerveillement et d'excitation. Jérémia les accueillit au pied des marches, une main posée sur la rampe sculptée, l'autre protégeant ses yeux du soleil. Il leur montra les roues, les banquettes restaurées, les porte-bagages en laiton. Il leur parla des hommes qui ont construit ces wagons, des artisans, des ingénieurs et des porteurs, dont beaucoup étaient noirs, qui travaillaient avec compétence et fierté à une époque qui offrait peu de reconnaissance. Il expliqua comment les porteurs Pullman formèrent l'épine dorsale de l'un des premiers syndicats noirs, comment ils transmettaient des informations le long des rails qui allaient plus tard alimenter les feux du mouvement des droits civiques. Les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, respectueux. Quelques-uns prirent des notes. Une petite fille debout près de la porte ouverte leva les yeux vers Jérémia et demanda « C'est votre maison ?» Il sourit. « C'est plus que ça maintenant. » Cette nuit-là, après que le bus eut disparu en bas de la colline et que les voix des enfants se furent estompées dans la mémoire, Jérémia ramassa enfin l'enveloppe. Le bureau de poste en ville était calme le lendemain matin. Il fit la queue derrière une femme qui postait des cadeaux d'anniversaire, et quand ce fut son tour, il tendit la lettre au commis avec un simple « En première classe, s'il vous plaît ». Il sortit au soleil, se sentant plus léger et plus lourd à la fois. Dans les jours qui suivirent, il reprit ses routines. Il dégagea les branches tombées du sentier, répara une fuite dans le tuyau du poêle, ponça une banquette jusqu'à ce qu'elle soit comme du velours sous ses doigts. Il écrivit plus souvent dans son journal, de courtes notes, des fragments de pensée, des souvenirs. Il commença à dessiner des plans pour un petit système de récupération d'eau de pluie. Il cuisina du pain de maïs à partir de zéro. Il apprit à Trevor comment affûter un couteau, comment fendre du petit bois, comment poncer contre le grain et non avec. Mais une partie de lui attendait. Il ne savait pas quel genre de réponse, si réponse il y avait, pourrait venir. La lettre n'incluait ni supplication ni exigence.
Juste la vérité offerte simplement et sans attente. Il avait parlé à Malik du wagon Pullman, des gens, du travail, du but. Il lui avait parlé de la lettre de Linda et de son amour. Il lui avait dit qu'il lui manquait et qu'il était désolé pour toutes les façons dont il n'avait pas su être un père quand cela comptait le plus. 10 jours passèrent, puis 12. C'était le 13e jour, ensoleillé avec un vent doux, que Jérémia était dehors, agenouillé près des pots d'herbe, quand il entendit des pas s'approcher de la route. Il se redressa lentement, s'essuyant les mains sur son jean, et se retourna. Un homme se tenait au bord de la clairière, grand, mince, avec de larges épaules et des yeux couleur acajou foncé. Ses cheveux étaient coupés courts, striés de quelques fils gris. Il portait une veste sombre et un jean, de la poussière sur ses bottes, de l'hésitation dans sa posture. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Puis l'homme parla, la voix basse et rauque. « Papa. » Jérémia ne put répondre, la gorge nouée, le cœur battant dans ses oreilles. Malik s'avança. « J'ai reçu ta lettre, dit-il. Je ne savais pas si je devais venir, mais je... » Il s'arrêta, déglutit difficilement. « Je voulais voir. » Jérémia ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Il fit un pas en avant à la place. Un autre. Et puis ils étaient proches, leurs bras se frôlant presque. « Je suis désolé, » murmura Malik. « Moi aussi, » dit Jérémia, la voix brisée. Ils s'étreignirent sans cérémonie, sans mots, avec tout le poids des années entre eux se dissolvant dans l'air d'automne. Plus tard, ils s'assirent sur la plateforme en bois sous le carillon, partageant du cidre chaud en silence. Malik regarda autour de lui le wagon, les fleurs, les gens qui passaient au loin. « Tu as vraiment construit tout ça ?» demanda-t-il. « Avec de l'aide, » dit Jérémia. « Des amis, des voisins, des étrangers, ta mère d'une certaine manière. » Malik hocha lentement la tête. « C'est magnifique. » Jérémia le regarda, le garçon qui était devenu un homme, l'homme qui était rentré à la maison. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. Que la rédemption n'exigeait pas la perfection, seulement la présence, seulement la volonté d'essayer à nouveau. Alors que le soleil glissait derrière les arbres, baignant le wagon d'une lumière ambrée, Jérémia le sentit pleinement, la chaleur, le pardon, la joie. Sa maison avait été construite de rouille et de mémoire, mais maintenant elle accueillait le monde. Le lendemain matin se leva avec une douceur que seul le début du printemps pouvait offrir. La rosée s'accrochait à chaque feuille et brin d'herbe, et une légère brume s'enroulait au-dessus de la cime des arbres comme le souffle de la forêt elle-même. Le wagon Pullman se tenait tranquillement au bord de la clairière, ses flancs peints en vert captant la première lumière du jour, les garnitures dorées brillant faiblement sous le soleil levant. Les oiseaux s'agitaient dans la canopée au-dessus, et quelque part au-delà de la clairière, le ruisseau gargouillait en se frayant un chemin à travers les racines des vieux arbres. Le monde était vivant du son du renouveau, et Jérémia Brox le sentit s'agiter dans ses os alors qu'il sortait à la lumière. Il trouva Malik, déjà réveillé, debout à côté du foyer et tisonnant les braises avec un bâton. Il portait la même veste que la veille, mais sa posture était plus détendue, son visage moins sur la défensive. Ils échangèrent un hochement de tête. Pas besoin de mots pour l'instant. Jérémia s'agenouilla pour ajouter du petit bois au charbon, puis ranima une flamme de la chaleur endormie. Alors que le feu montait, l'odeur de pain et de cendre se mêlait à l'air pur. Quand l'eau se mit à bouillir dans la bouilloire cabossée, Jérémia versa 2 tasses de café noir fort et entendit une à son fils. Ils s'assirent côte à côte sur le bord de la plateforme, regardant le matin se dérouler dans une quiétude partagée. « Je n'ai pas beaucoup dormi, » dit Malik après un moment. « Moi non plus, » répondit Jérémia. Ils laissèrent le silence s'installer à nouveau entre eux. Pas gênant maintenant, mais complices, comme 2 voyageurs arrivés à la même gare après de longs voyages séparés. Quand Malik se leva enfin et épousseta son jean, il jeta un coup d'œil vers le wagon et dit « Montre-moi le reste ». Jérémia le guida lentement à travers l'espace, laissant son fils s'imprégner de l'endroit sans explication. Malik se déplaçait avec révérence, touchant les boiseries usées, s'arrêtant aux étagères remplies de livres et d'outils, s'accroupissant pour examiner le poêle réutilisé et les crochets en laiton qui bordaient les murs. Il passa sa main sur la table polie, admira les rampes sculptées à la main,
et s'arrêta finalement devant la photo de Linda qui pendait dans un simple cadre en bois au-dessus de la couchette. Elle aurait adoré ça, dit-il doucement. La gorge de Jérémia se serra. Je le pense aussi. Ils passèrent la journée ensemble, non pas en discussion, mais en action. Malik aida à renforcer une section du mur arrière où une fuite s'était formée lors de la dernière pluie. Il tenait les planches pendant que Jérémia martelait, sciait du bois pendant que son père mesurait. Leurs mouvements se synchronisaient sans effort, le rythme du travail partagé lissant les bords déchiquetés laissés par des années d'absence. Ils ne firent une pause que pour un déjeuner rapide de sandwichs et de pommes qu'ils mangèrent sur les marches, plissant les yeux contre le soleil. Dans l'après-midi, Trevor apparut au bord de la clairière, un large sourire s'étirant sur son visage quand il aperçut Malik. « Tu es revenu » cria-t-il. Jérémia les présenta correctement, et les deux tombèrent rapidement dans une conversation facile. Malik posa des questions sur les projets de Trevor, écouta les descriptions enthousiastes du garçon de chaque recoin du Pullman, et rit des histoires que Trevor racontait sur les débuts de la rénovation, comme la fois où un raton laveur s'est faufilé par le toit et a refusé de partir. Mademoiselle Ellie arriva peu après, portant un plat à gratin enveloppé dans un torchon à carreaux et arborant un sourire entendu qui s'approfondit quand elle vit Malik. « Vous devez être le fils dont j'ai entendu parler, » dit-elle. « Je ne pensais pas que vous étiez réel. » Malik gloussa, se frottant la nuque. « La plupart du temps, je ne l'étais pas, mais j'essaie. » Elle lui tendit le plat. « Alors vous êtes le bienvenu ici. » Ce soir-là, plus de gens arrivèrent. Des voisins, des écoliers, des aînés de l'église, attirés non pas par une invitation formelle, mais par l'attraction magnétique d'un lieu transformé par le soin. Des lanternes éclairaient le chemin. Des chaises pliantes entouraient le foyer. Des assiettes de nourriture apparurent sur la table à l'intérieur du Pullman, apportées par différentes mains, différentes familles. Il n'y avait pas de programme, pas de discours, juste des rires, des conversations, le cliquetis de la vaisselle et le scintillement des flammes. De la musique jouait sur une radio portable, un air de blues des années 50, et quelqu'un se mit à fredonner. Jérémia se tenait sur les marches du wagon, une tasse de cidre chaud dans les mains, et regardait tout cela se dérouler. Malik s'appuyait contre le cadre de la porte derrière lui, les bras croisés, son expression illisible. « C'est toi qui as fait ça », dit-il après un moment. Jérémia secoua la tête. « Pas tout seul. Mais ça a commencé avec toi. » Ils se tinrent en silence, écoutant les voix de personnes qui avaient été autrefois des étrangers, échangeant maintenant des histoires comme de vieux amis. « Tu vas rester ?» demanda Jérémia. Malik hésita. « Je ne sais pas encore, mais j'aimerais revenir, aider, être là. »« C'est suffisant, » dit Jérémia. Le lendemain matin, les invités étaient partis, et la forêt avait retrouvé son silence. Malik avait déjà fait son sac, mais s'attardait près du sentier, hésitant à partir. Jérémia lui tendit une petite boîte en bois avec un loquet en laiton. « C'est à ta mère, » dit-il. « Elle voulait que tu l'aies un jour. » Malik l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos et un délicat médaillon, le préféré de Linda. Il le referma doucement et leva des yeux brillants. « Merci. » Jérémia hocha la tête, trop ému pour parler. Après le départ de Malik, le wagon ne semblait pas vide. Il semblait ancré, enraciné. Un lieu qui avait contenu du chagrin contenait maintenant la mémoire et la possibilité à parts égales. Les jours s'allongèrent. Le printemps verdit la forêt. Trevor amena des amis qui voulaient aider à construire un système de récupération d'eau de pluie. Ellie lança un échange de livres communautaires avec la collection grandissante du Pullman. Un artiste local peignit une fresque sur le côté du wagon, l'image d'un arbre poussant à partir de voies ferrées, ses branches étendues et larges berçant des étoiles. Jérémia ajouta une touche finale, une plaque en bois près de la marche d'entrée, sculptée de main sûre et scellée à l'huile. On pouvait y lire « Pullman Espoir 407 pour ceux qui repartent de zéro ». Un après-midi, un groupe d'étudiants se rassembla au pied de la plateforme, des carnets à la main. Leur enseignante, une femme aux yeux bienveillants et portant des lunettes, présenta Jérémia comme le gardien d'une histoire vivante. Il ne savait pas quoi répondre à cela. Alors il les invita à l'intérieur, versa de la limonade dans 10 tasses,
et leur parla de la rouille et de la perte, et de la façon dont même un homme sans rien peut construire quelque chose qui compte. Il ne parla pas de tragédie. Il parla de changement, des mains qui réparent ce qui est cassé, de la façon dont parfois le passé n'est pas un fardeau, mais un plan. Et quand les étudiants partirent et que la forêt redevint silencieuse, Jérémia s'assit près du feu et ouvrit son journal. Il écrivit, « On ne peut pas défaire ce qui a été fait, mais on peut choisir ce qui en pousse. » Il referma le livre, regarda vers les anciennes voies qui ne menaient autrefois nulle part, et vit un avenir avancer tranquillement. Le wagon se tenait derrière lui comme un cœur battant régulièrement sous les arbres. Ses murs pleins d'histoire, son toit ouvert sur le ciel. Il avait été oublié une fois, laissé à pourrir, mais plus maintenant. C'était un foyer, et il était prêt pour la prochaine âme en quête d'un endroit où commencer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de tout le nouveau contenu. Assurez-vous de regarder nos prochaines vidéos et d'explorer d'autres histoires sur la chaîne. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis. Cela nous aide vraiment à grandir et à vous apporter plus de belles histoires. Merci d'avoir regardé.